Oui, c'est un fait. Je crois qu'il faut d'abord constater, reconnaître et admettre que pour le moment, les populations européennes s'accommodent des orientations retenues par l'institution, s'en satisfont ou tout au moins font avec. Entre les partisans convaincus, les paresseux suivistes, les dupes sincères, les blasés et les indifférents, en un mot commençant, la majorité paraît s'être accoutumée à la situation de l'Europe telle qu'elle est, sans contestation, sans dissidence, sans soulèvement. Les scrutins en attestent et ils sont têtus, il n'y a qu'à voir le fruit de celui de juin dernier. Et il n'y a qu'à voir l'absence de réaction populaire face à l'engrenage ukrainien et les dilapidations exorbitantes qu'il occasionne, face au matraquage énergétique et fiscal, face à la désindustrialisation qui se poursuit, face aux raquettes vertes, etc., etc. Cela fait quand même question. Alors, on m'objectera qu'après tout, même pour les insatisfaits et les mécontents, l'Union européenne, c'est la liberté du choix de pouvoir circuler et s'établir où bon nous semble, et pourquoi pas d'aller voir ailleurs si d'aventure nous le souhaitions. Que si un Roumain ou un Letton trouve insuffisantes les possibilités qui lui sont accessibles dans son pays, il peut chercher mieux en Allemagne ou dans un autre État de l'Union. La structure lui offre cette opportunité et c'est le progrès. Et que, si un Français, tout pétri de société de consommation et de logique de management moderne à l'anglo-saxonne, estime patiner dans un pays en déclin, eh bien libre à lui de tenter sa chance outre-Atlantique, au Canada par exemple, ou directement à la source, aux États-Unis même, aux standards desquels on est depuis la prime enfance abreuvé et gavé. L'époque actuelle forme un étrange cocktail qui mêle le progrès technologique, l'irruption d'Internet et de la téléphonie mobile comme des divertissements généralisés. Et le cheminement de l'institution européenne semble se fondre avec la mouvance économique occidentale dominante. Il y a l'idée, encore fortement ancrée dans les esprits, qu'avec l'Europe, on a affaire à une base de lancement qui rend accessible l'infinité du champ des possibles à l'échelle planétaire. Et cette certitude est clairement au bénéfice de la structure Union comme de son maintien. Même en difficulté, même en récession, il y a encore cette conviction profonde d'une forme de supériorité du modèle de société porté par l'Union. Un Espagnol, par exemple, peut-il regretter l'Espagne d'avant 1986 et l'intégration européenne? Un des ressortissants des anciennes démocraties populaires de l'Est peut-il valoriser sincèrement ce qu'était son état d'origine avant le grand élargissement de 2004? Même un de ces pauvres mais valeureux Grecs qui ont été scandaleusement étrillés par l'administration européenne depuis 2012, eh bien, lorsqu'il est contraint à l'expatriation pour améliorer son sort et celui de sien, eh bien, il est finalement redevable à cette Europe qui, quoiqu'ayant mis son pays à la diète, lui offre le libre accès et les droits en tant qu'individu dans 26 autres États, voire au-delà. Alors, ce que j'essaie d'exprimer simplement, c'est que la marche des événements n'a pas encore entamé le crédit des représentations enthousiastes portées par les différentes instances européennes, ni l'autosatisfaction de la structure. La vulgate européenne, martelée, a toujours cours et, pour le moment, semble avoir réussi à maintenir l'apparence de cette espèce de chance d'être, par l'Europe, des sortes de citoyens globaux, persuadés de faire partie du bloc prospère, du camp des gagneurs, du sel de la terre, de la lumière du monde. Tout cela, que l'on tente l'aventure extérieure hors d'Europe, ou que l'on reste dans ses Carpates natales, que l'on soit obscur employé de bureau dans la ville lumière, ou caissier d'une supérette Aldi à Francfort, siège de la Banque centrale européenne, ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Vous comprenez ? Le mécanisme de préparation mentale, de formatage et d'auto-persuasion fonctionne encore à plein. Vous le savez, je montre ici dans nos discussions les implications concrètes et réelles des orientations retenues et promues par la structure européenne.
et qui remettent fondamentalement en question quelques grands piliers historiques de nos sociétés, comme la propriété privée, le patrimoine individuel ou la notion d'autonomie. Eh bien, il n'est pas certain que tous ces arguments, même mis sous le nez du plus grand nombre, même objectivement vus et constatés, puissent parvenir à réellement dessiller, à ouvrir les yeux et à concerner massivement. J'en ai bien peur. Chacun satisfait? Non. Je pense plutôt à une espèce de léthargie des populations devant cette forme d'obstination de la structure à poursuivre son projet aveuglément, quoi qu'il en coûte. Je vais vous donner un exemple avec quelque chose de symptomatique du phénomène, un petit détail à mon sens bien révélateur. L'Union européenne observe et mesure annuellement, de façon scientifique, le degré de la privation sociale et matérielle à l'échelle européenne au travers des statistiques dites revenus et conditions de vie, EU-SILC dans le jargon, notamment au travers du taux de privation matérielle et sociale. Celui-ci est construit à partir d'un questionnaire qui ne vise que les ménages ayant un domicile, pas les SDF bien sûr, autour de 13 types de dépenses qui sont, suivant la définition, considérées comme souhaitables, voire nécessaires pour avoir un niveau de vie acceptable. Voici la liste des 13 critères retenus par les services statistiques de l'Union pour former cet indicateur. Alors, je vous les cite et puis on en rediscute après. Ne pas avoir de voiture personnelle pour des raisons financières. Ne pas pouvoir maintenir son logement à bonne température pour des raisons financières. Ne pas pouvoir remplacer des meubles hors d'usage pour des raisons financières. Avoir des impayés de mensualité d'emprunt, de loyer ou de factures d'électricité, d'eau ou de gaz. Ne pas pouvoir dépenser une petite somme d'argent pour soi sans avoir à consulter quiconque. Ne pas pouvoir faire face à des dépenses inattendues, ne pas avoir accès à Internet pour des raisons financières, ne pas pouvoir retrouver des amis ou de la famille au moins une fois par mois pour boire un verre ou pour un repas pour des raisons financières, ne pas avoir une activité de loisir régulière pour des raisons financières, ne pas pouvoir s'offrir une semaine de vacances hors de son domicile pour des raisons financières, ne pas avoir 2 paires de bonnes chaussures pour des raisons financières, ne pas pouvoir avoir un repas contenant des protéines au moins tous les 2 jours pour des raisons financières, et enfin, ne pas pouvoir acheter des vêtements neufs. Si au moins 5 des 13 postes sont déclarés non satisfaits pour raisons financières et non par indifférence aux besoins considérés, alors l'institution considère qu'il y a privation. Donc sur ces 13 items que je vous ai listés, si parmi eux la personne enquêtée déclare qu'il y en a 5, au moins 5 qui ne sont pas satisfaits pour raisons financières, on considère donc que ce ménage est en situation de privation. Alors, il ne s'agit pas pour moi de rentrer dans le détail des scores ni des disparités éventuelles entre États membres, mais simplement de pointer que les orientations retenues actuellement par l'Union pour notre futur proche tendent déjà à rendre sans objet la majeure partie des critères de cette liste. Voici la démonstration. Ne pas pouvoir acheter des vêtements neufs, ne pas avoir 2 paires de bonnes chaussures ou encore ne pas pouvoir remplacer des meubles hors d'usage pour raisons financières, mais précisément, voilà qui sera sous peu hors sujet grâce à l'économie circulaire et à l'économie sociale et solidaire, nous l'avons vu. Ne pas pouvoir avoir un repas contenant des protéines au moins tous les 2 jours. Mais nous avons démarré par ce thème. Voilà bien la mission qui est confiée aux industriels de l'agroalimentaire que de procurer des préparations alimentaires incluant des substituts de viande à partir de végétaux, d'algues et prochainement même d'insectes. Ne pas avoir de voiture personnelle, mais comme je l'ai montré, il y a fort à parier que pour demain, ce fait ne soit plus catalogué comme une privation, mais plutôt comme une vertu, puisque c'est bien l'objectif de la structure de favoriser les transports collectifs, les modes doux, le covoiturage et le service à la demande. Ne pas avoir accès à Internet pour des raisons financières,
Mais c'est déjà impossible, ne serait-ce qu'en vertu de la diffusion générale et encouragée des smartphones et du développement voulu par la structure de tous les services publics dématérialisés sur lesquels elle compte prendre appui. Ne pas pouvoir maintenir son logement à bonne température pour raisons financières? Mais l'Union œuvre activement à l'éradication du symptôme en préconisant des températures de référence plus spartiates, hiver comme été, avec ses consignes de chauffage qui sont amplement relayées par les États serviles. Et demain, par la généralisation de la rénovation énergétique qui est elle-même épaulée par l'intelligence des bâtiments, comme nous l'avons montré, et la gestion centralisée à l'immeuble des différents fluides. À ce moment-là, l'inconfort s'appellera tout simplement sobriété et la privation sans doute civisme pour la planète. Et ainsi de suite. Quant à la poignée de critères restants qui mettent en avant la pauvreté monétaire, ils trouveront certainement à se dissoudre dans la généralisation de l'euro numérique. On s'opère donc une sorte d'effacement progressif, non pas des sources et des causes objectives de préoccupation des populations européennes qui sont exposées à la précarité, mais des critères mêmes qui avaient été retenus par l'Union pour établir scientifiquement, quantifier et surveiller statistiquement cette réalité. En fait, c'est supprimons l'item, rendons-le sans objet, et le problème lui-même aussitôt disparaît. C'est en quelque sorte la maxime. Vous voyez ? Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je dis que l'Union se trouve déployer des dispositifs ou profiter d'évolutions qui tendent à neutraliser les critères qu'elle avait retenus jusque-là pour prendre en compte le degré de privation des populations au regard des standards et prérequis de la société de consommation. En fait, la liste se réduit comme peau de chagrin. Ainsi de l'accès à l'Internet, qui pouvait certes représenter, il y a 15 ans, un critère efficient de distinction entre ceux qui pouvaient s'y connecter et ceux qui ne pouvaient pas se l'offrir, et qui est désormais, en raison de l'évolution technologique, de la modicité des forfaits, de la diffusion générale des portables, qui est résolument souhaitée par l'institution, eh bien, qui est désormais un indicateur devenu complètement obsolète. Comme je l'ai montré, hors question ponctuelle de qualité de couverture au réseau, chacun peut et doit pouvoir se trouver doté d'un smartphone et se connecter. Les standards ont évolué et la définition, l'appréhension de la privation ne peuvent plus être pratiquées comme il y a 20 ans, en dehors des éléments strictement monétaires, de disponibilité de numéraire, et encore, je le disais, l'euro numérique sera l'occasion de bien des solutions à cet égard. En fait, plus que le mal, les signaux du mal qui ont été sélectionnés s'éteignent les uns après les autres, ce qui peut, sur le plan théorique, s'assimiler à une victoire de la structure. Chaque fois que dans la liste des 13 critères que j'ai mentionnés, chaque fois que l'un d'entre eux tombe et devient caduc, c'est autant d'engranger pour la valorisation formelle de la performance de l'Union. Mais c'est une satisfaction de bureaucrate, de technocrate, une satisfaction de papier. Parce qu'à l'évidence, il existe du désœuvrement et de la frustration de masse sous les cieux européens, et au risque de choquer, je suis persuadé que l'institution a parfaitement appréhendé cette détresse rampante qui traverse les différentes catégories sociales, qui court des métropoles aux zones rurales, de la mer du Nord aux rives de la Méditerranée. Et je soutiens, accrochez-vous, je soutiens que loin d'ignorer ce sentiment d'insatisfaction et de vide des populations, qui est potentiellement porteur pour elles de toutes les incertitudes et de tous les dangers, eh bien l'Union est tentée de le combler en cédant à la tentation d'une plus grande permissivité à l'égard des paradis artificiels et tout particulièrement du plus répandu d'entre eux, je veux dire le cannabis. Oui, c'est exact, et je vais bien sûr m'en expliquer en détail pour éviter d'être catalogué comme versant dans la caricature. Le schéma que je m'apprête à décrire est comme une chronique annoncée
du chemin que doit suivre, que doit emprunter une structure qui prétend régenter la vie de près de 450 millions d'individus, qui est soucieuse de garantir sa propre pérennité et son maintien en tant que structure, et qui ne s'illusionne pas sur la faculté des beaux principes à écarter durablement toute forme de revendication ou d'hostilité des populations, surtout lorsque la situation économique, comme c'est le cas, se dégrade. L'écologie, la biodiversité, les spectres climatiques, les droits de l'homme, la lutte contre les agressions sexistes ne suffisent pas à maîtriser les éventuels élans des populations. L'idée d'une sorte de nouveau soma, dont la mise à disposition générale serait, je paraphrase Huxley, une garantie tant contre l'inquiétude personnelle que l'agitation sociale, c'est finalement l'ultime solution rationnelle d'un système qui cherche à se préserver en institutionnalisant un dérivatif biochimique en tant que quoi? En tant que soupape de sécurité. Comme l'exprime Huxley, c'est la servitude rendue tolérable par des doses régulières de bonheur chimiquement provoquées. En effet, si on réfléchit 5 minutes, je pose juste cette question. De quels autres dérivatifs l'Union dispose-t-elle, elle qui a tout fait pour neutraliser successivement tous les canaux habituels? La politique, au sens de l'implication populaire et de l'expression d'une conscience démocratique, mais chaque tenue de scrutin en est la démonstration. L'institution n'en veut pas et cantonne la chose électorale au strict minimum, dans un exercice de pure forme, avec des affrontements d'opérette, des grandes ententes et surtout des non-choix. Le sentiment national? Mais précisément, voici l'ennemi absolu, contre lequel toute l'institution s'est bâtie et battue. La pratique religieuse? Alors, même si pour parvenir à ses fins, l'Union est amenée à flirter avec certaines communautés et à flatter certaines de leurs prétentions, un jeu certes très dangereux, c'est essentiellement dans le dessein de contraindre les États membres pour casser leurs exclusivités historiques et les réflexes traditionnels de leur communauté nationale, et non pour fédérer les peuples d'Europe sous une bannière divine ou un croissant quel qu'il soit. Il y aurait bien encore le refuge consumériste, mais, comme nous l'avons vu, tant les objectifs de performance écologique qui sont chers à l'institution que la réelle paupérisation des populations rendent ce canal plus incertain. Il ne reste plus donc que le dérivatif des divertissements et des jeux, ce qui nous place déjà dans le registre des addictions et de la dépendance à la dérive, et dans la déprise du réel. Le terrain psychologique a été pour cela amplement préparé par la généralisation de l'usage et l'omniprésence du smartphone. Je ne vais pas y revenir. L'individu subit une aliénation dans le fait de n'être plus jamais complètement hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant, d'être entièrement à ce qu'il fait et où il se trouve. Il est écartelé entre le concret et un autre univers virtuel, en flottement, en suspension jusqu'à l'absurde, simultanément en réunion ici, mais en navigation sur la toile, en train de marcher dans la rue mais en étant absent, dans un métro mais ailleurs, au cœur d'une foule mais en conversation avec on ne sait qui, toujours accaparé, toujours distrait, jamais à soi, jamais en interaction avec son environnement immédiat. Vous comprenez, je ne cherche pas à contester l'utilité d'un élargissement des possibilités d'action, ni d'abstraction des contraintes de lieu et de distance offertes par les techniques de télécommunication. Je m'efforce juste de pointer un recours systématique qui devient un barrage, une barrière, un réflexe qui absorbe tout l'être, lequel, accaparé et focalisé sur l'objet téléphone, est en perpétuelle attente du message ou de la nouvelle qui viendra apporter de l'événement à une existence sur laquelle l'individu a de moins en moins prise. La nouveauté instantanée est censée briser la monotonie, alors même que ces non-événements répétés ne sont que vacuité et déprise de la réalité, éloignement de soi et entrave à l'action. En un mot, addiction.
En ce sens, la pratique du toxicomane dans l'usage de substances stupéfiantes n'est jamais que l'aboutissement d'un processus de déprise du réel et de dépendance, le degré ultime et malheureusement généralement irréversible d'une pente sur laquelle entraîne déjà le jeu obsessionnel où le téléphone constamment en veille est greffé au cerveau. Il est symptomatique à cet égard que, par une nouvelle pirouette lexicale, on en vienne à parler officiellement de drogue récréative et qu'on tienne à établir ce distinguo, pour moi spécieux, entre le cannabis et les autres, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy, LSD, etc., les drogues dures, comme si une certaine catégorie de substances pouvait être banalisée en tant que simple prolongation du jeu, en pure et inoffensive parenthèse récréative. Mais procédons par étapes, reprenons au commencement avec tout d'abord ce nouveau produit miracle des temps modernes que vous voyez fleurir dans toutes les publicités en ce moment, le CBD, le cannabidiol, une molécule issue du cannabis qui détend, apaise, facilite le transit et chasse les idées noires. Le rôle de l'institution est déterminant en la matière, même s'il s'est accompli d'une manière que l'on pourrait qualifier d'indirecte, à la fois par le biais de la Cour de justice de l'Union, la CJUE, et par l'effet mécanique de certaines dispositions des traités. Pour le résumer de façon simple, l'ensemble tient à deux éléments essentiels, obtenus fin 2020. 1. La qualification juridique officielle du CBD comme substance non stupéfiante et de ce fait, son passage dans le registre des marchandises classiques pour lesquelles s'appliquent les règles européennes de libre circulation et commercialisation des biens. Nous sommes en gros dans le même cas de figure qu'avec l'arrêt Cassis de Dijon de 1979 et comme par le passé, c'est encore de France que provient le facteur déclencheur. À l'époque, en 1979, la jurisprudence rendue dans le cadre d'une affaire concernant la commercialisation de cette liqueur de cassis française en Allemagne avait abouti à l'obligation de commercialisation dans tous les États membres de tout produit légalement mis en vente dans l'un d'entre eux au titre de l'inscription dans les traités de la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. Cela bloquait en Allemagne pour une pure raison de rigidité administrative liée à la teneur en alcool de cette liqueur. Elle n'était pas assez alcoolisée pour être considérée comme un vrai spiritueux, mais trop pour être assimilée à une boisson classique. Donc une situation de blocage qui avait été opportunément dénouée par la Cour de justice de l'Union européenne, à l'époque Cour de justice des communautés européennes. Alors pourquoi opportunément dénouée ? Eh bien parce que cette affaire fondamentalement insignifiante, qu'est-ce qu'on en a à faire de la liqueur Cassis de Dijon, cette affaire avait permis d'obtenir une avancée substantielle du projet européen, une avancée de l'idée européenne. Parce que depuis, la commercialisation d'un produit dans un État membre signifie automatiquement la liberté de sa commercialisation dans tous les autres. C'est dû à ça, au cassis de Dijon, simple cassis de Dijon. Une étape majeure dans l'idée d'intégration qu'il aurait été bien délicat d'obtenir autrement par la voie législative classique et l'accord intergouvernemental. Ici, le principe a été le même dans la décision tranchée par la Cour de justice de l'Union européenne à propos du CBD, dans le cadre de l'affaire qui porte le nom de l'enseigne qui était en litige. L'affaire s'appelle Canavap, avec un K. La France prétendait interdire sur son sol la commercialisation par cette société d'un liquide au CBD pour cigarettes électroniques, un liquide produit légalement en République tchèque, considérant ce dérivé de cannabis comme un stupéfiant. Or, dans son arrêt qui a été rendu le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne statue que le cannabidiol n'est ni un produit agricole, qui fait l'objet d'une réglementation spécifique pour la commercialisation, ni un médicament, là aussi, réglementation spécifique,
ni un produit stupéfiant. Il s'agit donc d'un produit normal et, par conséquent, l'interdiction de sa vente en France constitue une atteinte à la libre circulation des marchandises dans l'Union et contrevient aux articles 34 et 36 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette décision de justice se solde finalement par quoi? Par un blanc-seing pour la vente libre de produits à base de CBD dans toute l'Europe. D'où leur prolifération depuis dans les cosmétiques, les denrées et les compléments alimentaires, chocolat, boissons, les produits de vapotage bien sûr, et la multiplication des boutiques prétendant en vendre. Les pharmacies en vendent, et même une myriade de CBD shops qui ont été créés pour l'occasion et qui ont poussé comme des champignons, si j'ose dire. C'est un succès commercial qui doit tout à la décision de justice européenne, alors même que planent encore de nombreuses incertitudes quant aux dangers liés à la consommation de ce cannabidiol, avec des questions concernant ses effets sur le foie, le système digestif, le système endocrinien, le système reproducteur et bien sûr le système nerveux central, le SNC, puisque c'est sur ce front que ces vertus de substances actives sont attendues. Il est question de risque de somnolence, de troubles digestifs, de fièvre, de perte d'appétit et même d'atteinte hépatique. Alors curieusement, l'Union n'est pas encore revenue sur le sujet, se retranchant derrière la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, de la CJUE. Tout au plus a-t-elle lancé un vague appel d'offres pour une étude non pas dans le domaine alimentaire, qui est pourtant celui de l'ingestion complète et directe du produit, mais uniquement pour son utilisation en cosmétique. Un appel à contribution qui a couru de juin 2023 à fin septembre 2024, c'est long, sur l'usage du CBD en tant qu'antioxydant, décontractant et antisébum. Précisément, et c'est bien là l'action positive de l'Union européenne et sa responsabilité que d'avoir concouru à une telle qualification juridique, au motif d'une très faible concentration en psychotropes dans le CBD, la concentration en THC qui est en théorie inférieure à 0,3%. C'est ce qui fonde d'ailleurs le distinguo entre le CBD et le cannabis herbe, la marijuana, qui elle a 11% de THC, comme le cannabis résine, le hashish, qui lui en a beaucoup plus, 21% de THC, et qui eux, cannabis herbe et cannabis résine, sont considérés encore comme des stupéfiants. Ce faisant, l'Union cautionne une sorte de banalisation insidieuse, voire une promotion à peine voilée, en permettant l'association dans les consciences entre le terme de cannabis et celui de bien-être, exactement comme le réflexe conditionné du 1 cm3 soigne 10 sentiments troubles qu'on trouve dans le meilleur des mondes. Quelque part, cela revient à mettre le doigt dans un engrenage infernal. D'autant qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un marché particulièrement juteux. Pour donner une idée des prix, le hashish se négocie entre 2000 et 8000 euros du kilo, la marijuana entre 2000 et 5000 euros du kilo, mais la fleur de chanvre pour du CBD en infusion atteint en gros les mêmes tarifs. Alors évidemment, c'est très léger la quantité que l'on prend à chaque fois, mais en fait, c'est de l'ordre de 3500 à plus de 6000 euros du kilo. Sauf qu'ici, c'est totalement légal, avec même au besoin une appellation bio, c'est vendu en boutique et même en pharmacie, avec TVA, patente et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez donc la différence. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le réflexe de méfiance à l'égard du terme même de cannabis, comme la saisie du caractère nocif de la substance, ont été sémantiquement vaincus par le CBD avec la caution européenne, ce qui est déjà considérable. Et d'ailleurs, dans ce sillage, on assiste à une profusion de néocannabinoïdes qui jouent justement sur la formulation devenue fréquentable de CBD
alors que ce sont des produits qui, eux, ne le sont pas fréquentables. À l'exemple du tétrahydrocannabidiol, le 4H-CBD, qui lui est connu pour être très dangereux, voire létal. Certains sont issus de plantes, le CBN, le cannabinol, le CBC, le cannabichromène, le CBG, le cannabigérol, et d'autres sont semi-synthétiques, le HHC, le hexahydrocannabinol, le HHC-P, le hexahydrocannabiforol et le THCP, le tétrahydrocannabiforol. Bref, la chimie connaît un regain d'intérêt sous nos latitudes et c'est peut-être la seule réindustrialisation qui marche actuellement. Mais simultanément, de plus en plus de substances toxiques sont en circulation et en usage. Les travaux des spécialistes en attestent. En parallèle, les choses avancent hors du CBD pour le cannabis classique qui, petit à petit, état par état, rentre dans le champ des expérimentations thérapeutiques. La France est ainsi devenue en 2018 le 23e pays parmi les 27 à avoir légalisé les essais thérapeutiques du cannabis. Chose que l'on peut comprendre pour soulager la douleur. Mais là encore, il s'agit d'un mécanisme délétère à grande échelle au regard de la société, avec ce sous-entendu intellectuellement nocif: s'il y a usage médical, c'est qu'il y a vertu. La multiplication même des usages médicaux de la substance engendre un autre effet pervers qui contribue à faire tourner les pales du moulin déjà bien lancé de la décriminalisation, de la dépénalisation et de la légalisation. La hausse des prescriptions médicales de cannabis augmente naturellement l'occurrence des tests positifs, notamment sur la route, et neutralise pour bonne part l'effet des contrôles répressifs, qui se noient eux-mêmes désormais dans des subtilités entre la conduite sous influence et la conduite après consommation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, tout simplement, qui peut être sanctionné et pourquoi? Que faire si le conducteur est sous influence, mais du fait d'une prescription médicale officielle? Est-ce qu'il est blâmable ou pas? Que faire si l'on trouve des substances dans les urines d'un conducteur qui attestent bien une consommation, qu'elle soit licite ou pas, mais qui peuvent se rencontrer plusieurs jours après la prise, et théoriquement de manière disjointe des effets nocifs pour la conduite et du danger sur route? C'est inextricable, et partant, l'ensemble deviendra rapidement caduc, le dispositif s'effondre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve la proposition de directive relative au permis de conduire, à laquelle j'ai eu l'occasion de faire référence, vous vous souvenez, comme 2023-127 finale du 1er mars 2023, celle qui prévoit à terme la durée de vie limitée du permis de conduire et le fait de devoir repasser un examen régulièrement, notamment pour les plus de 70 ans, ce qui serait tous les 5 ans, vous vous en souvenez, nous l'avons abordé lors d'une discussion, mais qui prévoit en outre, je cite, des règles et des sanctions plus strictes pour les conducteurs novices, les jeunes permis, les titulaires, les nouvellement titulaires du permis, dans leur période dite probatoire de 2 ans, suivant l'obtention du permis. À ce titre, cette directive vise tout particulièrement, je cite, les infractions dues à l'influence de l'alcool. C'est le paragraphe 30. En revanche, elle ne souffle mot de quelconques infractions dues à l'usage de drogue ou même à une prise combinée des deux, drogue et alcool. Rappelons qu'il s'agit du ciblage d'un jeune public, normalement les jeunes permis c'est le jeune public, et que les méfaits d'un usage de stupéfiants au volant sont largement connus. Eh bien non. Tout le risque est entièrement porté et supporté par l'alcool. Le reste n'existe pas pour l'institution. Stupéfiant, n'est-ce pas? Aveu d'impuissance ou parti pris? En réalité, c'est tout l'arsenal habituel de surveillance et de sanction de la puissance publique qui se trouve compromis à l'échelle européenne par les disparités entretenues et exacerbées du cadre réglementaire d'un État membre à l'autre. Depuis ce qui concerne les seuils de détention de plants pour la culture, les barèmes des peines encourues pour la possession ou pour l'usage,
jusqu'au travail des pays les plus progressistes, hein, que je mets entre guillemets évidemment, et qui en pionniers en sont déjà venus à la légalisation pure et simple du cannabis. Malte depuis fin 2021, le Luxembourg depuis 2023, l'Allemagne qui est passée de l'autorisation pour des fins médicales en 2017 à la légalisation cette année en 2024, la République tchèque pour laquelle c'est en cours, sans compter évidemment le cas particulier des Pays-Bas. Alors je vous arrête tout de suite, hein. Je vois l'objection, mais le bon sens suffit pour la rejeter aussitôt. Alors que l'Union européenne est d'ordinaire si sourcilleuse, si tatillonne, jamais effrayée à l'idée de milliers de pages de régulations complexes, allant même jusqu'à prévoir et imposer différents types de délais maximal avant la mise en veille automatique pour les cafetières, statuant sur des durées distinctes de la fonction de maintien au chaud du café prêt, suivant que ces cafetières sont à filtre, c'est 30 minutes avant extinction, ou pas, et qu'elles possèdent un pot à isolation thermique ou non. Alors c'est 5 minutes dans le premier cas, 40 minutes avant la mise en veille dans l'autre. J'ai le texte, je peux le citer. Et là, pour un sujet aussi critique, avec un enjeu social, sanitaire, juridique, sécuritaire aussi prononcé, elle demeurerait muette et n'interviendrait pas pour assainir et mettre fin au désordre ambiant. Cette structure, qui est célèbre pour son besoin et sa manie de tout régir, de tout normaliser, de tout standardiser, serait ici inhibée et impotente. Elle regarderait les trains passer, et les rails, je n'y résiste pas. Qui y croit? Qui y croit? Le fait que la législation soit de compétence nationale est, passez-moi l'expression, une pure fumisterie et n'a jamais empêché l'institution de trouver les moyens d'agir lorsqu'elle le souhaitait. Surtout que dans le cas présent, le fondement juridique à son intervention est tout trouvé et figure explicitement dans les traités mêmes. Par exemple avec l'article 83 du TFUE en raison de la dimension transfrontière des trafics de stupéfiants. Fait qu'évidemment, ça mérite un concernement à l'échelon européen et non plus seulement à la discrétion des seuls États membres. À l'évidence, cette patience européenne sur le sujet est suspecte. Voilà, à l'évidence, cette patience est suspecte et s'apparente, à mes yeux, à une authentique stratégie du pourrissement. On laisse bien infuser, on laisse s'accumuler les désordres, les incohérences et les injustices, et le moment venu, tel un chevalier blanc, l'Union viendra faire place nette avec une harmonisation pour un cannabis récréatif, sans même avoir à prendre position quant aux attentes sociales ou à l'évolution des mœurs, uniquement au titre de la libre circulation des marchandises et de la non-discrimination nationale, simplement motivée par la rationalité, la justice et l'équité, ce qui équivaudra à une légalisation européenne sans devoir l'assumer. Une légalisation qui, rappelons-le, aurait aux yeux de l'institution le mérite insigne de réintégrer toute une chaîne de valeur de l'économie souterraine dans un circuit officiel déclaré et taxé. Alors, je vous l'accorde, il serait savoureux que l'Europe, qui par choix doctrinal a cassé le monopole étatique des jeux d'argent, des paris et du tabac, en viennent à devenir le régisseur de plantations de chanvre bio, puisque c'est à partir du chanvre qu'on obtient le cannabis, pour alimenter ces populations zombies. Mais que personne n'ait de crainte, si ceci doit advenir, ce ne sera pas en son nom. L'Union n'aura pas à être directement à la tête des plantations, ni à se salir les mains pour y parvenir. Les mécanismes qu'elle a mis en place via les traités, et au besoin via le relais de la Cour de justice de l'Union, la CJUE dont nous parlions, feront d'eux-mêmes la besogne pour elle. Il y a fort à parier que, fidèle à sa doctrine libre-échangiste et à l'esprit des traités, l'institution s'offre le luxe de veiller à ce que le jeu de la concurrence reprenne ses droits sur ce segment, et qu'elle ménage de copieuses prébendes pour des multinationales bien introduites, des acteurs privés, certainement agréés au moyen d'un nouveau joli code de conduite européen, comme nous l'avons vu pour l'alimentation, échafaudé là pour l'occasion,
Le tout sous la surveillance et la responsabilité de chaque État membre, qui sont ni plus ni moins que les habituels gardes-chiourmes. Dans un souci du détail qui l'honore, l'Union s'assurera sans doute que soient bien affichés à l'intention des pauvres usagers captifs les dangers de la dépendance, les divers avertissements qui dédouanent, comme aujourd'hui on trouve les mentions choc sur les paquets de cigarettes ou les mises en garde au bas des publicités pour le poker ou le loto. La toxicomanie devenant en définitive non plus un vice personnel et une détresse à prendre en charge, mais bien une institution politique et économique. Car, je le disais, ce serait pour l'Union européenne une manière originale de retenir ici, en Europe, avec des produits locaux, et même, pourquoi pas bio, comme je le disais, une part substantielle, donc retenir quoi? Retenir une part substantielle de la richesse et de la valeur des individus européens, quitte à admettre qu'une quantité substantielle, elle aussi, d'entre eux, passe du récréatif au végétatif. Bon, j'ironise certes, mais en attendant, alors même que la légalisation générale en Europe du cannabis n'est pas encore effective, les intoxications accidentelles au cannabis d'enfants de moins de 6 ans progressent de façon inquiétante. Désormais, elles passent loin devant les intoxications aux détergents et aux lessives, qui étaient les mots traditionnels pour les enfants. Elles sont devenues la première cause d'admission en réanimation pour intoxication pour cette tranche d'âge. Alors, si j'adoptais la langue de bois en usage au sein des institutions internationales, je dirais que c'est profondément préoccupant. Voilà, je termine. J'avais placé ce cycle de discussion sous l'interrogation suivante: choisir ou être guidé? Eh bien, au final, je crois que la tournure de ce qui s'échafaude comme projet social en Europe correspondrait plutôt à la proposition suivante: être guidé en ayant le sentiment d'avoir le choix, jusqu'à y compris dans les moyens d'évasion de masse de la réalité présente. Entre une société intenable et une société invivable, je crains que pour sa propre conservation, l'institution ait fait son choix. Elle préfère une société invivable à une société intenable, car pour elle, il importe que la masse des individus soit docile, sous l'emprise de son système, quand bien même cela s'accomplirait avec une part substantielle d'entre eux sous emprise. Je vous laisse méditer ceci, cela le mérite, et je vous laisse suivre attentivement les éléments qui feront l'actualité prochaine, et vous seront sans doute présentés comme des innovations ou des surprises, voire des initiatives purement nationales de tel ou tel gouvernement, le fruit de concertation ou l'objet de grands débats, alors même que le schéma général est déjà fixé et que vous en connaissez maintenant les orientations. Alors, à bon entendeur, relayez et faites circuler. Nous nous retrouverons très bientôt pour poursuivre les discussions et les analyses. N'oubliez pas de vous abonner, c'est entièrement gratuit et jamais ce ne sera coupé par des spots de pub pour des semelles orthopédiques ou du placement boursier. Le seul placement produit auquel vous assistiez dans ces vidéos, c'est l'encouragement à la lecture de mes ouvrages pour ceux qui aiment le contact encore avec le papier ou qui aiment s'endormir au coin du feu. Si vous ne voulez pas manquer la sortie de nos nouvelles vidéos sur Europhilo, cliquez sur la cloche et choisissez toutes les notifications. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'il y a une nouvelle mise en ligne. Et bien sûr, je vous attendais là-dessus, comme nous clôturons un cycle de discussion, il est accompagné du traditionnel petit poème. Avant d'en entamer la lecture, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ne vous laissez pas envelopper par des écrans de fumée et, suivant la devise d'Europhilo, soyez vigilants. Bon, alors allons-y. Je l'ai intitulé « Décrocher ou raccrocher ». Tu es toujours en ligne, sans cesse connecté, guettant sur la toile le moindre signe, jouant l'hyperactivité. Tu ne lâches plus ta machine, pas même pour pisser. Vous êtes inséparables, elle t'a bien polissé.
Quoi de plus logique? Tu n'es pas à blâmer, car ne pas s'en servir revient ici à se brimer. Tout passe par elle, depuis les courses jusqu'au loisir. Elle est l'auxiliaire de tes corvées et le sésame de tes plaisirs. Sur l'écran magique où que porte ton doigt, il y a bien un service ou une offre fait pour toi. Tu mets en mouvement d'un seul geste quantité de tes semblables qui s'occupent du reste, s'agitent de 1000 façons pour te procurer la jouissance et par la même occasion s'assurer leur pitance. Au passage, tu nourris grassement les tenanciers du service, ceux qui t'invitent à surfer pour accroître leurs bénéfices. Ils jubilent dès qu'ils te voient pointer le museau, puisque tu leur rapportes par le seul fait d'être sur le réseau. Qu'y aurait-il de mal à jouer une partie ou à se faire des amis? C'est bien ce qui t'a permis de tenir pendant la pandémie. Là encore, ton engin connecté a fait office de gardien, t'ouvrant les portes de ce qui t'était permis au quotidien, t'apportant de quoi justifier que tu étais ce que tu étais, et confirmant mieux que toi tes titres et qualités. De cela, tu lui en as su gré, au lieu de comprendre qu'en lui, tu flattais le maton et tout au mieux l'éditeur de sauf-conduit. Tu souris encore en te disant que tout n'est pas si mal et qu'il te faudrait juste avoir un peu plus de nominal. Il s'agit de profiter à plein des solutions numériques, tant pis pour ce qu'elles impliquent, du moment qu'elles restent pratiques. Il semble que riches ou pauvres se laissent conduire par une même laisse, tant qu'on sait au besoin leur procurer des moments d'ivresse. Pour les plus sensibles, il est même prévu un itinéraire bis, un parcours fléché de panneaux verts aux fleurs de cannabis. Si tu ne prends garde, voilà ce qu'on nous destine comme lot. À toi de mesurer posément si tu te satisfais vraiment du tableau. De la peine et des jeux, c'est ainsi que tu entends devenir vieux? Quitte à être en vie, je me flatte de penser que nous valons mieux.